De retour sur le plateau de Brunet-Neumann et notre invité ce soir, c'est Jean-Paul Delevoye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le monsieur retraite du gouvernement. Vous avez d'ailleurs intégré le gouvernement. C'était au début du mois de septembre dernier. Et vous avez choisi BFM TV ce soir pour clarifier d'une certaine manière, pas seulement la réforme, mais parfois aussi la position du gouvernement, tant la polyphonie gouvernementale est parfois assez inquiétante. Éric, la première question. D'abord sur l'actualité, cette grève surprise, ce droit de retrait, cette grève SNCF ce vendredi, qui a d'ailleurs paralysé quasiment toute la France. Vous dites il s'agit d'un détournement du droit de grève ou au contraire d'une question légitime posée par la CGT et Sudrail sur la sécurité des passagers? Il y a un événement, il y a une émotion, il y a un sujet. Il faut absolument que dans le pays, mais pas uniquement à la SNCF, nous retrouvions un dialogue social entre les managers et les représentants des salariés. Nous sommes trop dans une situation de conflit, dans une société qui change à toute vitesse, où la question de fond qui est posée, c'est comment assurer la sécurité par rapport à l'imprévu, et de l'agent de la SNCF, et des voyageurs. On voit bien que sur ce sujet-là, il y a besoin de réfléchir à cette problématique, comment on y apporte une réponse et comment on le fait collectivement. Il n'y a pas d'un côté les salariés qui sont en conflit avec les patrons, il y a une communauté de destin qui est la SNCF, et dans lequel ce genre de problème, ce genre d'incident, ne devrait pas passer par la case d'une grève surprise, dont je ne sais pas si elle est légale ou pas, c'est pas le sujet. C'est le problème est posé, comment on le règle ensemble et comment on s'adapte. Sauf Jean-Paul Delevoye, que cette question a été déjà traitée au moment de l'ouverture à la concurrence et qu'en gros, la CGT, Sudrail, qui sont à l'initiative de cette grève, disent « on ne nous a pas écoutés, regardez là, on a sans doute frôlé un incident très grave ». Il faut aussi être attentif à ce qu'en France, il y a aujourd'hui un rapport à l'autorité qui devient de plus en plus conflictuel. Et que l'on doit être attentif que quand on n'a pas obtenu satisfaction, c'est pas forcément par le rapport de force qu'on doit essayer d'inverser l'ordre des choses. Il y a une légalité, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ça fait 10 ans qu'il y a des trains qui roulent sans contrôleur. Il y a une situation qui pose des questions intéressantes sur ce qui s'est passé, comment on règle ça collectivement. Je vais vous dire, c'est un sujet qui concerne pas uniquement les entreprises. C'est mon angoisse pour les démocraties. Nous assistons à une société qui va changer à toute vitesse, qui va remettre en cause les métiers, les procédures, les modes éducatifs, l'intelligence artificielle. Est-ce que nos systèmes démocratiques, si on reste dans les situations d'un rapport de force et de conflit, seront capables de faire face à de tels bouleversements? C'est la tradition française. Hein. C'est pas parce que on est toujours un peu dans la lutte des classes depuis 150 ans chez nous, vous savez bien. Mais je pense qu'on peut passer de la culture de l'affrontement à la culture du compromis. De la culture du dialogue et du respect de la différence plutôt qu'au mépris de la différence et de la domination. C'est pour cette raison. Je crois que c'est ça. La France, elle n'a pas besoin. Elle a besoin surtout d'un choc culturel, d'une autre façon de pratiquer. On n'est plus là pour obéir, on est là pour adhérer. On n'est plus là pour dominer. Le politique ne domine plus le peuple. Il doit comprendre le peuple et amorcer ensemble les changements devant lesquels nous sommes et qui vont remettre en cause des tas de métiers, des tas d'industries, des tas d'habitudes de consommation. C'est pour cette raison que vous êtes là ce soir, notamment pour nous expliquer, faire la pédagogie des retraites. Et moi, j'ai envie de vous poser une question d'abord, celle du calendrier de cette réforme des retraites. Les Échos nous ont appris que vous aviez adressé un document de travail aux partenaires sociaux où vous envisagiez peut-être de reculer la mise en œuvre de cette réforme, soit pour un certain nombre de professions, soit peut-être même pour uniquement les entrants sur le marché du travail. Ce qui voudrait dire donc que cette réforme, elle n'entrera en vigueur que dans plusieurs décennies. Donc moi, je vais vous poser une question extrêmement simple. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire, Jean-Paul Delevoye, qu'Éric Brunet et moi, on verra cette réforme des retraites mise en œuvre de notre vivant? Bien sûr, bien sûr. Je rappelle que l'article des Échos auquel vous faites référence est un commentaire de journaliste qui semblait découvrir ce que j'écrivais dès le 10 juillet. Dans ce document qui s'appelle Mon rapport, tout est sur la table, y compris, doit-on réfléchir à ce que la réforme démarre en 63 ou postérieurement ou pour les nouveaux entrants? Et donc, quand vous discutez avec les syndicats et que vous avez une question à traiter, vous posez la question dans sa globalité et dans les différentes options. Et je viens de terminer une réunion avec un représentant syndical à qui, à chaque fois, on a posé la question, est-ce que vous seriez favorable aux nouveaux entrants? Et la réponse est claire. Si c'est cette solution-là, il n'y a plus de réforme. Oui, sauf qu'il y a une petite différence, pardonnez-moi, c'est que maintenant vous êtes au gouvernement. Et donc maintenant, ce soir, les gens qui nous regardent, ils ont envie de savoir ce que vous, Jean-Paul Delevoye, vous souhaitez. C'est 2025, comme on l'a dit?
c'est 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard pour quelques professions, ou ça ne concernera aucun salarié sur le marché du travail aujourd'hui, mais uniquement les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, parce que c'est le moment de nous dire. Si c'est les nouveaux entrants, vous nous le dites, ça veut dire que la réforme, elle est pour 2060, on peut aller se coucher. Attendez, si c'est les nouveaux entrants, il n'y a pas de réforme. On est d'accord. Le calendrier est clair. Il a été répété par le Premier ministre au Conseil économique, social et environnemental. La loi sera votée pour la fin de la session parlementaire du premier semestre. Ensuite, nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux, puis j'ai 350 réunions avec l'ensemble des catégories professionnelles, puis des engagements sur le terrain et une plateforme dont je rappelle d'ailleurs que j'invite chaque citoyen à s'y rendre parce qu'il aura la faculté d'exprimer son opinion, de critiquer et de m'interroger directement. Et j'ai pris l'engagement de répondre aux 5 questions les plus fréquentes. Sur ce calendrier, j'ai très clairement indiqué dans mon rapport qu'à partir du moment où la loi serait votée en 2020, pendant les 5 ans, il faudrait une neutralisation, c'est-à-dire ceux qui sont à 5 ans de la réforme ne sont pas concernés, comme les retraités actuels, et qu'à partir de la génération 63, nous pouvons commencer à amorcer un chemin qui, pour les uns, sera immédiat, pour les autres, seront adaptés dans la longueur et dans la durée à leur spécificité. Donc vous jouez la carte de l'adaptation, de la pénétration très lente dans le bassin, dans la piscine. Mais tout simplement, Monsieur Brunet, l'objectif est très clair. Mais à partir du moment où il y a 42 régimes, il y a des situations extraordinairement différentes sur le plan de départ. Eh bien, chaque chemin sera adapté à la capacité de la convergence. Nous offrirons à chaque profession un chemin. À cet égard, une petite question. Vous venez de parler des 42 régimes. Est-ce qu'à cette minute-là, maintenant, là, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous dire, nous certifier que votre intention, on verra plus tard, mais que votre intention, c'est bien de supprimer ces 42 régimes spéciaux? Oh, je vais aller plus loin, pardonnez-moi Eric. Mais est-ce que vous nous dites ce soir, les 42 régimes, quand la réforme entre en vigueur, c'est terminé, il n'y en a plus? Nous avons très clairement indiqué, et c'est ma position, qu'à partir du moment où nous estimons que baser l'avenir d'une retraite sur la solidité de la profession est extrêmement irresponsable par rapport aux jeunes générations au moment où tout est en train de changer. Et ce que nous devons construire à la protection sociale du XXIe siècle, c'est d'offrir à chacun la solidité de la solidarité de la nation, quel que soit son parcours professionnel. À partir de ce moment-là, dès que le régime universel est mis en place, c'est-à-dire en 2020, dès que la loi est votée, il n'y a plus de régimes spéciaux. Mais ça ne veut pas dire régime unique. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des spécificités. Et nous avons dit des spécificités qui doivent se défendre. La spécificité pour les artisans, pour les commerçants, pour les professions libérales, qui ont des taux de cotisation qui doivent s'adapter à leur réalité économique. Des spécificités pour les professions de l'État, qui doivent, pour les policiers, pour les militaires, pour les gendarmes... Attendez. Spécificité, ça veut dire maintenance d'un régime spécial? C'est quoi spécificité? Qu'est-ce qui se cache derrière spécificité? Ça veut dire que les professions que vous venez de citer n'auront pas tout à fait les mêmes systèmes de retraite que les autres, c'est ça? Ça veut dire que la spécificité, elle doit être défendue sur le plan politique. Un métier identique, retraite identique, donc les régimes spéciaux, qui ont à répondre à cette équation, doivent être supprimés. Ce sera le cas pour la RATP, la SNCF et les énergies électriques. Pas que, il y en a 42. Et les professions, les professions à uniforme et les gendarmes, par la contre, police. nous estimons que pour des raisons de sécurité de la politique menée par l'État, avoir en termes de gestion de ressources humaines des militaires de 64 ans qui sautent à Bamako ou des policiers à 64 ans qui assurent la sécurité, ça remet en cause l'efficacité de la péril. Vous savez bien que pour un militaire sur le terrain combattant, il y a derrière une dizaine de militaires qui ne sont pas sur les zones de combat. Eric, ça veut dire clairement que les 42 régimes ne seront donc pas supprimés. Il y aura bien des régimes spécifiques qui vont survivre. Il y aura un seul régime universel, mais il y a 675 000 fonctionnaires concernés par la catégorie active qui vont basculer dans un régime universel. Mais il y a effectivement quelques spécificités. L'ensemble des 10% d'artisans, commerçants, agriculteurs auront des taux de cotisation différents, avec des plafonds différents. Donc vous voyez bien qu'il y a des spécificités de caractère économique et il y a des spécificités de caractère fonctionnel. Mais voyez-vous, et je ne veux pas du tout vous mettre mal à l'aise, mais ça veut dire que par exemple, c'est une opportunité de tout clarifier. Savez-vous qu'en tant que salarié, vous payez 400 millions de cotisations pour les artistes-auteurs, héritage de Malraux. Moi, j'ai estimé que ça n'est pas
aux salariés à le payer, c'est à l'État. Nous devons assumer ce choix collectif. Alors vous savez que quand dans votre profession de journaliste, vous avez des assiettes de cotisation inférieures et des taux de cotisation inférieurs, vous perdez des droits, mais en même temps, vous bénéficiez de la solidarité nationale. Cette spécificité-là n'a plus lieu d'être. Et parce que ça dessert vos intérêts, ça dessert vous savez, la un nation. système plus égalitaire. Absolument. On garde des spécificités, mais on les gomme quand même un peu. Et globalement, on est sur un dispositif plus égalitaire pour tous les Français. Les mêmes règles pour tous. Et à partir du moment où il y a les mêmes règles pour tous, c'est l'assiette de cotisation qui est la même. Les fonctionnaires doivent payer sur les primes, comme les salariés payent sur le salaire. Nous avons à réfléchir à ce que dans les solidarités, nous ayons plus de solidarité. Notre système sera plus juste, plus simple. Il suffit d'additionner les points que vous gagnez par vos revenus. Ensuite, nous avons une belle redistribution en faveur des 40% des retraites les plus faibles. Nous réduisons l'écart au profit des femmes. Par les enfants. Et nous remontons le minimum contributif. Alors donc en réalité, c'est un projet de société qui rassemble la société. Jean-Paul Delevoye, tout ça on l'entend, c'est clair, etc. Simplement, vous savez très bien, malgré 18 mois de négociations, de concertation, vous n'avez pas réussi à convaincre encore tout le monde. Je voudrais que vous écoutiez juste un instant ce que disait Yves Verrier, c'est le patron de Force ouvrière. Écoutez. Autant de précautions pour nous expliquer qu'on va tout faire pour garantir les droits acquis d'un certain nombre de professions démontre que, en tout cas, le système futur, il faut s'attendre à un recul de droits. Ce soir, Jean-Paul Delevoye, je voudrais qu'on dise la vérité aux Français. Cette réforme, elle va forcément créer des perdants. Ceux qui étaient sous les régimes spéciaux, des fonctionnaires dont on va calculer leur retraite différemment, peut-être des salariés du privé à qui on va demander de travailler plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Est-ce qu'il va, oui ou non, y avoir des perdants? Est-ce que vous pouvez nous le dire, et lesquels? Sur la redistribution, à l'évidence, ceux qui sont aujourd'hui privilégiés par le système auront une redistribution vers les perdants, enfin les moins privilégiés du système. Qui sont les privilégiés? Qui sont les privilégiés? Celles et ceux qui ont une carrière ascendante et longue. C'est-à-dire? Eh bien, celles et ceux qui ont une carrière ascendante et longue. C'est un diagnostic qui a été très clairement posé, alors que ceux qui sont perdants dans le système actuel, c'est les carrières heurtées, c'est les carrières courtes, c'est ceux qui ont des petits salaires et qui, quelquefois, ont des trimestres qui ne leur donnent pas de droits. Pardonnez-moi, je vous interromps, ceux qui ont aujourd'hui un régime spécial de retraite, alors, si on les supprime, ils vont donc perdre. C'est tout à fait le sujet de la transition avec laquelle nous sommes aujourd'hui en train de travailler. À l'évidence, à métier identique, retraite identique, ça veut dire que celles et ceux qui ont la faculté de partir à 52 ans ou à 57 ans pour ces catégories perdront cette catégorie, et en contrepartie, nous embarquons la compte de pénibilité. Mais en même temps, dans le secteur public, nous embarquons aussi une invalidité. Savez-vous que dans le secteur public, lorsque vous êtes invalide, on vous met à la retraite d'office? Oui, bien sûr. Dans le secteur privé, on vous emmène jusqu'à la retraite. Les 5,5 millions de fonctionnaires qui nous regardent ce soir, oui, ils vous écoutent attentivement. Oui. Si vous leur dites, jusqu'à présent, votre retraite était calculée sur les 6 derniers mois, désormais sera sur l'intégralité de la carrière, comme tous les salariés du privé, mais ils ne peuvent pas se dire autre chose que « je vais perdre ». Eh bien, c'est là où vous avez tort. Parce que, intuitivement, on se dit, les salariés du privé qui partent sur les 25 meilleures années et qui sont sur toute la carrière, ils sont perdants. Toutes les études montrent que ça favorise les carrières heurtées, courtes, pour des raisons mathématiques que je ne reviendrai pas. Lorsqu'on a fait la même démonstration pour les fonctionnaires, si nous n'avons pas de correction, il y a 50% de fonctionnaires qui gagnent, ceux qui ont des carrières plates, de catégorie C, etc. Il y en a ceux qui perdent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République lui-même a indiqué que si vous prenez aujourd'hui la référence des 6 derniers mois, ça a été appliqué dans un contrat avec la nation au moment où il n'y avait pas de prime. Et avec un contrat très clair, on vous sous-paye pendant votre carrière, on vous donne une belle retraite à la fin. Nous voulons profiter de cette opportunité pour revisiter ce contrat et dire aux fonctionnaires, nous avons besoin de vous, de vos talents, il faut que vous soyez payés normalement avec une retraite normale. Et les enseignants, par exemple, la moyenne des primes, c'est 22%. Les enseignants, c'est 9%. Si nous appliquons sans correction, sans mesure d'accompagnement, les enseignants sont perdants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place des mesures d'accompagnement qui ont été confirmées par le président de la République et par le Premier ministre. Une des raisons de cette réforme des retraites,
c'est bien de rendre le dispositif un peu plus efficient, de faire des économies, de gagner un petit peu d'argent. Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que ce ne sera pas du côté des fonctionnaires, très bien, ce ne sera pas du côté des enseignants. Vous êtes en train de nous dire d'ailleurs que le système de retraite va être plus redistributif. Ça veut donc dire que c'est encore la bonne vieille catégorie des catégories moyennes supérieures qui vont encore être les vaches à lait d'un dispositif qui sera plus redistributif, si je vous écoute. Ce qui est important, nous avons monté cela jusqu'à 120 000 euros. Nous ne sommes pas allés au-delà. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que la solidarité profite aux salaires les plus élevés. Et ceux qui sont au-dessus de cette rémunération paieront 2,81%, sans droit, pour alimenter la solidarité au profit de celles et ceux qui sont en dessous. La seconde, c'est qu'à l'intérieur de ce système universel, même règles pour tous, même droit, etc., il y aura effectivement une redistribution. Je vais vous donner des perdants et des gagnants. C'est un débat d'ailleurs, c'est en débat celui-là. Le dispositif actuel fait que si vous avez 3 enfants, vous avez 10% pour le père, 10% pour la mère. 0 majoration pour le premier enfant, 0 pour le second. 2 tiers des hommes bénéficient de ce système. Eh bien, nous décidons qu'effectivement, ils seront perdants si nous acceptons cette solution pour remettre en cause ce dispositif et affecter dès le premier enfant une majoration de 5%, puis 10, puis 15, puis 20. Donc, effectivement, nous assumons que sur un certain nombre de choix politiques que nous discutons actuellement avec les partenaires sociaux, il y aura dans la redistribution celles et ceux qui étaient privilégiés qui le seront moins, au profit de celles et ceux qui sont précaires, retraites plus faibles, et notamment pour les femmes. Pardonnez-moi une question. J'entends la difficulté de cette réforme. Ça fait encore une fois 18 mois que vous travaillez là-dessus. Est-ce que c'était vraiment la réforme la plus urgente? Est-ce qu'il n'y avait pas une réforme plus urgente qui était la réforme de l'État? Quand on voit l'état de l'hôpital, les demandes des policiers, la justice qui crie misère, les pompiers qui sont dans la rue, est-ce qu'il n'y avait pas plus urgent que cette réforme des retraites, honnêtement, Jean-Paul Delevoye? Ce qui est intéressant, lorsqu'avec le président de la République, nous avons souhaité porter cette protection sociale du XXIe siècle, c'est que l'on voit bien dans un moment où tout va se bouleverser. Qui peut garantir que demain, votre profession de journaliste sera la même dans 15 ou 20 ans? Qui peut vous dire qu'en tant que médecin, vous serez toujours libéral ou salarié? On voit bien que si nous ne voulons pas, et on évoquait cela tout à l'heure, la radicalisation, la confrontation d'intérêts, ce que je crains, c'est la guerre générationnelle. Les jeunes ne croient plus au système des retraites. Si les jeunes ne veulent plus financer une retraite auquel ils ne croient plus, c'est la fin de notre protection sociale, puisqu'après, il y aura la remise en cause de l'assurance chômage et l'assurance maladie. Donc, ce qui est important, c'est de rassembler le plus rapidement autour d'un projet commun, d'un projet de la nation. Vous êtes actif, vous financez les retraités et vous devez avoir comme obligation d'avoir un niveau décent des retraites. Et les retraités doivent être attentifs aux jeunes actifs. C'est cela. Si nous ne faisons pas ça, eh bien, je peux vous dire qu'à la moindre difficulté, chacun défendra son bout de beefsteak et c'est l'éclatement, la fragmentation de notre nation. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Paul Delevoye, d'être venu répondre à nos questions. Et comme c'est la tradition dans Brunet Neumann, Eric, c'est le moment des matchs de la semaine.